Le week-end dernier en Zweite Bundesliga en Allemagne, il y avait Magdebourg-Rostock, un duel entre deux des passions les plus folles du pays, un duel aussi entre deux clubs qui évoluaient dans le football est-allemand pendant une grande partie de la seconde moitié du XXe siècle. Dans ce nouvel épisode de la série Grand Récit, on évoque la fascinante histoire du football est-allemand. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Valentin, bienvenue sur l'Arena, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Grand Récit et aujourd'hui on va parler foot allemand et surtout foot Ostdeutschland comme on dit, un sujet ultra intéressant mêlant du foot, de l'histoire, des tribunes, de la politique, des clivages et rivalités, bref, tout ce qu'on aime sur cette chaîne, j'ai envie de dire, l'occasion aussi de parler de foot allemand, surtout en cette saison particulière qui nous guidera vers l'Euro 2024 outre-Rhin. Ça va être une immense période, j'ai hâte. Et j'en profite pour saluer l'équipe d'Unser Fußball sur X parce que c'est l'une des meilleures pages du foot allemand sur les réseaux sociaux en France et en plus ils m'ont fourni un de leurs travaux pour m'aider dans cette vidéo, donc je les remercie chaleureusement et je vous mettrai tous leurs liens en description. Alors cette vidéo, vous allez le voir, elle sera assez longue, elle sera aussi bien découpée par chapitre, je vous mettrai tout ça dans le timecode, mais je vous conseille de bien tout regarder parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes et connectées entre les différentes parties de la vidéo. Installez-vous bien confortablement, le petit like et commentaire pour le soutien et référencement, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Direction les 23 000 abonnés, on est parti. Débutons d'abord par de l'histoire et du contexte, c'est ultra important pour comprendre le sujet, encore plus si vous n'êtes pas très familier avec l'histoire récente de l'Allemagne et de l'Allemagne de l'Est. Retour en 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie est défaite et l'Allemagne subit une refonte totale. Démilitarisation, démocratisation, dénazification et occupation. On va faire littéralement table rase pour éviter la résurgence du militarisme allemand, lancement des giga-procès de Nuremberg en novembre 1945. Bref, tout est mis en œuvre sur divers plans. Tout cela a été préparé par les Alliés dans différentes conférences dans les années 40, comme à Téhéran en 1943 ou à Potsdam en 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, deux leaders politiques dominent le monde avec leurs idées. D'un côté, le camp occidental capitaliste, avec en tête de file les États-Unis. De l'autre, le communisme soviétique de l'URSS. Le communisme, après 1945, est considéré comme un grand vainqueur moral de la guerre. C'est un mouvement politique qui est alors très populaire. C'est le début de la guerre froide et donc du monde bipolaire. Conformément à ce qui avait été décidé entre les vainqueurs de la guerre, l'Allemagne est partagée à partir de 1945 en 4 zones. Les États-Unis sont au sud, le Royaume-Uni au nord et à l'ouest, la France au sud-ouest. Le centre, l'est et le nord-est sont sous le giron de l'Union soviétique. Vous le voyez aussi sur la carte, la division s'opère également dans Berlin. L'ouest est pour les 3 alliés, l'est pour les soviétiques. Ça veut dire qu'à Berlin-Ouest, pourtant enclavé dans l'Allemagne de l'Est, on va vivre comme en Allemagne de l'Ouest. Je vous la fais court ensuite, mais les occupations durent 4 ans jusqu'en 1949. À la suite du blocus de Berlin et des tensions entre les deux blocs, sont créées la RFA, la République fédérale d'Allemagne, c'est l'Allemagne de l'Ouest, et la RDA, la République démocratique d'Allemagne, c'est l'Allemagne de l'Est. La RFA correspond à l'union des 3 zones d'influence française, américaine et britannique, tandis que la RDA, c'est la zone d'influence de l'Union soviétique. Les blocs sont nés, les deux Allemagnes aussi. Au milieu de l'Allemagne traverse ainsi le rideau de fer, cette séparation qui va tenir jusqu'en 1990 et qui coupe plus largement toute l'Europe en deux, entre les deux blocs et entre les deux influences. La division atteindra un nouveau sommet en 1961 quand, à Berlin, dans la nuit du 12 au 13 août, un mur est érigé pour stopper l'exil massif des Berlinois de l'Est vers l'Ouest. La séparation RDA-RFA, accentuée par le mur de Berlin, va faire germer deux Allemagnes politiques, deux Allemagnes qui sont traversées par des courants de pensée et économiques différents. En Allemagne de l'Est, il n'y a qu'un seul parti politique, le SED, le Parti socialiste unifié d'Allemagne. Les libertés de presse, d'association de pensée sont contrôlées. La Stasi, la police politique est-allemande, est fondée en 1950, surveille et réprime les dissidents au régime. Voilà pour le contexte, j'ai vulgarisé bien évidemment, l'objectif c'est pas de vous faire un cours d'histoire, mais de poser du contexte et c'est assez important pour comprendre le sujet. On continue avec une présentation rapide du championnat est-allemand, la DDR Oberliga, fondée en 1948 et organisée par la Fédération de football est-allemande jusqu'à la saison 90-91. Pendant la très grande majorité de l'histoire du championnat, la compétition va s'organiser avec 14 équipes et 2 relégations en DDR Liga, la seconde division. Au palmarès, le premier vainqueur du championnat en 1948, c'est le club du FCW Zwickau en D3 allemande aujourd'hui, qui avait un autre nom à l'époque. Et puis on va retrouver des clubs que vous connaissez plus ou moins. Premier titre pour le Dynamo Dresden en 1953, pour le FC Erzgebirge Aue
en 1955. Là, pareil, il avait un autre nom à l'époque. Premier sac pour le FC Carl Zeiss Jena en 1963 et pour Magdebourg en 1972. Le Dynamo Berlin, fondé en 1966, remporte son premier championnat en 1979 et fait une razzia totale dans les années 80. Le dernier championnat est-allemand est glané par le Hansa Rostock lors de la saison 90-91. Au palmarès, les clubs les plus titrés sont le Dynamo Berlin avec 10 sacres, suit le Dynamo Dresden avec 8 titres et le Viktoria Francfort, qui est un club d'Allemagne de l'Est, aucun lien avec la ville de Francfort, avec 6 titres. Magdebourg est à 3, le Hansa Rostock 1. Au niveau de la Coupe d'Allemagne de l'Est, c'est une compétition classique qui s'est disputée de 1949 à 1991. Les équipes les plus titrées sont Magdebourg et le Dynamo Dresden avec 7 titres. Le Lokomotiv Leipzig en a gagné 4. Le Dynamo Berlin est à 3 comme le FCW Zwickau. L'Union Berlin et le Hansa Rostock sont à une Coupe d'Allemagne de l'Est remporté. Voilà en gros pour les sacrées compétitions d'Allemagne de l'Est. On voit à travers ces palmarès ce qu'on a appelé les Oberligen, les clubs d'élite de l'Allemagne de l'Est, les plus grands noms comme Magdebourg, le Dynamo Dresden, le Dynamo Berlin, Jena ou alors Zwickau qui ont été des clubs historiques du foot est-allemand. Je terminerai avec cette petite partie assez factuelle et chiffrée sur le meilleur buteur du football est-allemand, sur Joachim Streich, décédé l'an passé, qui a évolué de 69 à 75 à Rostock et de 1975 à 1985 à Magdebourg. 283 buts en carrière en club, dont 229 en championnat de RDA. Meilleur buteur du championnat est-allemand, joueur le plus capé de la sélection d'Allemagne de l'Est et meilleur buteur de son histoire avec 55 réalisations. Ça fait une excellente transition avec l'équipe nationale est-allemande. Et oui, bien évidemment, il y avait deux Allemagnes, il y avait deux foot allemands et par conséquent, il y avait une sélection nationale est-allemande. Et c'est là qu'on se doit à chaque fois de rappeler que l'équipe qui gagne le fameux mondial 1954, le miracle de Berne, c'est l'Allemagne de l'Ouest. En 1974 ou en 1990, quelques mois avant la réunification, c'est aussi l'Allemagne de l'Ouest qui gagne les mondiaux. Pareil pour les Euros 1972 et 1980. L'équipe d'Allemagne de l'Est apparaît dès 1949, mais n'étant pas reconnue par la FIFA, son premier match officiel intervient 3 ans plus tard, en 1952 contre la Pologne, une défaite 3-0. Les années qui vont suivre vont être marquées par la volonté politique du gouvernement de la RDA de faire de l'équipe est-allemande une équipe compétitive, surtout que l'Allemagne de l'Ouest remporte la Coupe du Monde en 1954, ce qui marque bien évidemment les esprits. On est dans une période, et on le verra davantage dans la partie football et politique en RDA après, où le sport, comme les JO et le foot dans la guerre froide, vont être utilisés, instrumentalisés. L'équipe d'Allemagne de l'Est, elle doit représenter avec succès le modèle politique et social communiste de la RDA. Et on va voir que ça marche, notamment dans les années 60, mais surtout 70, qui sont les grandes heures de gloire du foot est-allemand. D'abord, l'équipe va jouer 2 huitièmes de finale d'Euro de suite en 60 et 64, même si à cette période, c'est considéré comme les tours préliminaires de l'Euro. C'est quand même à préciser dans une période où l'Euro se développe. Ils seront médaillés d'or en 1976 en foot au JO, et non pas sous la bannière d'Allemagne unifiée comme en 64, mais bien en tant que joueur est-allemand, en battant notamment l'URSS ou la Pologne. On retient surtout 1974 et la Coupe du Monde qui a lieu en Allemagne de l'Ouest, que dispute également l'Allemagne de l'Est. Le contexte politique est légèrement différent aussi, plus apaisé, on est dans l'os politique de Willy Brandt, la politique d'ouverture vers l'Est, et en décembre 1972, donc moins de 2 ans avant ce mondial, a été signé entre la RFA et l'RDA un traité de normalisation des relations et de reconnaissance des frontières des deux Allemagnes. Pour revenir à ce mondial 1974, le tirage au sort fait incroyablement bien les choses puisque les deux Allemagnes, les deux moitiés du pays, se retrouvent dans le groupe A. On va donc avoir un duel entre les frères ennemis dans la phase de poule d'une Coupe du Monde de football. Mais ça reste un match où les attentes sont fortes, surtout en Allemagne de l'Est. Il y a la pression du résultat face à une équipe d'Allemagne de l'Ouest réputée favorite. Il ne faut pas montrer quelconque proximité avec l'Ouest, des signes d'affection sont interdits, rien. Il faut gagner. Parce qu'à cette époque, comme je l'ai dit, le football est ultra instrumentalisé dans les politiques idéologiques. Le match a donc lieu à Hambourg le 22 juin 1974 en RFA. Avant le match, l'Allemagne de l'Ouest est à 4 points, l'Allemagne de l'Est 3. C'est l'époque où la victoire vaut 2 points et non 3, donc la RFA a 2 victoires et l'Allemagne de l'Est 1. Les deux équipes sont déjà qualifiées avant de jouer le match, mais elles se disputent la première place. Et sur un but de Sparwasser à la 77e, c'est la RDA, l'Allemagne de l'Est, qui s'impose sur son rival de l'Ouest. C'est une victoire incroyable et historique. La RFA de Beckenbauer et consort paraissait largement au-dessus, favorite. Donc c'est un moment dingue dans l'histoire du foot allemand et de la Coupe du Monde.
ainsi dans ce groupe A, première place pour la RDA, la deuxième place pour la RFA. Le second tour, c'est une nouvelle fois une phase de poule, le premier directement qualifié pour la finale de la Coupe du Monde. Mais cette fois, c'est plus compliqué pour la RDA qui s'incline 2 fois contre le Brésil et les Pays-Bas de Cruyff et est éliminée à la 3e place. Dans l'autre groupe, la RFA parvient à se hisser à la première place de son groupe, a rejoint donc la finale contre les Pays-Bas et a remporté à la maison le 2e titre de champion du monde de son histoire, 20 ans après le miracle de Berne. La seule défaite du champion du monde ouest-allemand durant ce mondial, c'est contre son voisin de l'Est. C'est la seule rencontre entre les deux équipes professionnelles d'Allemagne de l'histoire. Le dernier match de l'Allemagne de l'Est a lieu le 12 septembre 1990 en amical contre la Belgique, alors que le voisin ouest allemand a remporté la Coupe du Monde à l'été 90 en Italie et que s'amorce la réunification entre les deux Allemagnes le 3 octobre 1990. Cet épisode nous montre à la fois l'épisode de 1974 qui est absolument incroyable dans l'histoire du football, dans la réussite éphémère de l'équipe est-allemande qui représentait fièrement le foot est-allemand puisque l'équipe était bâtie sur les cadors Magdebourg, le Dynamo Dresden ou Berlin. Mais comme je l'ai dit, c'est éphémère puisqu'après ce mondial 1974, il n'y aura plus jamais un match de Coupe du Monde pour l'équipe de foot de la RDA, cantonnée aux éliminatoires alors que l'Allemagne de l'Ouest fait figure de favorite à chaque fois. On voit alors dans le foot allemand l'écart quand même phénoménal avec l'Ouest, mais ce n'est pas que footballistique, c'est aussi social, technologique. Il y a plusieurs expositions ou musées qui vous montrent via des photos ou des reconstitutions les différences d'équipements, d'électroménagers ou de salons entre les foyers d'Allemagne de l'Ouest et d'Allemagne de l'Est. Vous avez aussi les bâtiments qui sont construits avec le style salinien en RDA et donc vous avez encore aujourd'hui les stigmates dans ce qui était à l'époque Berlin-Est. Tout ça pour dire que les différences économiques et technologiques entre les deux camps, les différences entre les Ossis comme on les appelle et les Allemands de l'Ouest, on les sent aussi dans le football. Les clubs d'Allemagne de l'Ouest n'ont aucun problème financier, ils ont des ressources et une véritable assise sportive sur le continent européen. Je vous partage par exemple ce graphique que m'a partagé l'ami d'Unser Fußball. Il y a un bilan famélique côté RDA entre 1960 et 1990. Seulement la C2 de Magdebourg en 1974 remportée, véritable locomotive de la RDA dans les années 70. Mais c'est tout. Alors qu'en RFA, le Bayern gagne 3 Ligues des Champions, Hambourg 1, 7 autres succès européens en C2 et C3. Bref, il y a une différence très importante et elle s'explique notamment par les différences structurelles entre les deux Allemagnes. Et ces différences, on va les ressentir bien sûr dans les équipes nationales où la RFA est beaucoup plus forte. Et c'est pas pour rien que dès les années 90, les meilleurs joueurs d'ex-RDA partent vers l'Ouest. Avant-dernière partie de la vidéo, et loin d'être la plus inintéressante, c'est le poids politique du football et du sport en RDA. Premier point, comment l'Allemagne de l'Est a utilisé massivement le football à des fins politiques. Déjà, la constitution de la RDA stipule que le sport est, je cite, un élément essentiel de la culture socialiste servant à l'épanouissement de la population. Fin de citation. Tant et si bien que bon nombre de détections très jeunes ont été mises en place dans plusieurs sports pour former les athlètes est-allemands dont le symbole politique était alors très important. En 1968, la RDA obtient son indépendance olympique, c'est-à-dire que ces athlètes ne vont plus concourir sous le drapeau d'une Allemagne unifiée, mais bien sous la bannière de la RDA. Donc l'objectif va être de développer massivement le sport pour faire d'athlètes des champions, notamment pour les JO, gagner un maximum de médailles, et ça marche parce que le système de la RDA a permis de glaner pendant plusieurs éditions plus de médailles que le voisin de l'Ouest, notamment en 1976, 1980 et 1988, où la RDA se classe deuxième au classement général des médailles. En football, l'appareil politique de la RDA fonctionne également, on le voit avec les clubs Dynamo. Le Dynamo Dresden est fondé par l'association sportive Dynamo en 1953, qui était l'agence sportive des organismes de sécurité de la RDA. En 1966 est fondé le Dynamo Berlin afin de donner du poids à un club de la capitale. Les autres clubs de l'Est sont vidés de leurs meilleurs joueurs comme le Dynamo Dresden en 1954 qui voit toute son équipe première transférée. Tout est mis au profit alors du Dynamo Berlin qui devient un club extrêmement impopulaire car réputé club de la Stasi, la police politique. Il y a des liens et surtout le soutien des plus hauts dignitaires de la répression et surveillance communiste au club berlinois. Erich Mielke, chef de la police politique est-allemande, est réputé pour avoir tout fait pour faire du Dynamo Berlin le club favorisé, étendard du foot est-allemand, en instaurant notamment la corruption sportive, mais aussi le dopage. Et oui, c'est l'une des grandes manœuvres du pouvoir politique de l'Allemagne de l'Est communiste, c'est l'utilisation du dopage qui a été assez forte dans les sports comme la natation, l'athlétisme, notamment avec Andreas Krieger à l'image, mais aussi dans le cas du football de club. On a des témoignages qui confirment que certains joueurs, anciens joueurs du Dynamo Berlin, ingéraient des substances pour améliorer
leur performance sportive. Et cette politique va faire du Dynamo Berlin pendant les années 80 le plus grand club d'Allemagne de l'Est qui, on l'a vu, est le plus titré en DDR Oberliga. La gestion des clubs de foot en RDA devient aussi éminemment politique. Elle est surveillée de près par le SED, le parti et la Stasi, et cette gestion doit convenir aux idées politiques de l'époque. Tout est contrôlé, notamment les noms des clubs qui sont liés aux industries et activités économiques de la RDA. À l'inverse, d'autres noms sont interdits, notamment des appellations qui étaient utilisées à l'ouest. Les joueurs et supporters sont aussi étroitement surveillés. Je vous conseille de parcourir quelques livres ou articles évoquant l'espionnage en RDA, notamment ce livre « La patrie des frères Werner ». Je vous mettrai des sources et liens également en description, vous allez voir, c'est assez intéressant. Un dernier point dans cette partie qui montre l'imbrication entre football et politique en Allemagne de l'Est, c'est les dissidents, ceux qui s'opposaient au régime communiste. Vous aviez des joueurs qui étaient surveillés, notamment Lutz Hagendorf, qui était international est-allemand et qui a fui le régime en 1979 alors qu'il était joueur au Dynamo Berlin. C'est quelque chose qui a montré les failles de sécurité de la Stasi en fait, puisque l'Étau était très fort sur le club. Il est mort dans un accident de voiture en 83, à 26 ans, mais ce n'est qu'après la chute du mur et la réunification qu'on a réactivé la piste d'un potentiel assassinat, car les archives réouvertes ont montré que la Stasi s'intéressait beaucoup à son cas. Le journaliste Eri Berschwan affirme même qu'il aurait été empoisonné avant de prendre le volant. Alors de ce que j'ai compris aujourd'hui, rien ne permet d'affirmer les dires du journaliste, mais ça a réouvert le débat et on sait très bien pertinemment que la Stasi pratiquait les assassinats politiques. On peut enfin parler également des supporters dissidents, de ceux qui s'opposaient le plus, et en tête de file, on en a déjà parlé sur la chaîne il y a quelques années pour le tout premier épisode du Trait Politique, ce sont les supporters de l'Union Berlin, l'Eisenunion, qui pour chaque match contre le Dynamo Berlin vont chanter et manifester des revendications contre le régime, notamment pour faire tomber le mur de Berlin. C'était un club résolument anti-Stasi qui en plus avait aussi piqué des joueurs pour le Dynamo Berlin. Novembre 1989, tombe le mur de Berlin, tombe le communisme en Europe. C'est un moment historique et encore aujourd'hui à Berlin, si vous vous promenez dans les rues, vous trouvez les souvenirs, les cicatrices de ces presque 30 années de séparation où des familles ont vécu séparées par un mur. En Hongrie, en Roumanie, en Tchécoslovaquie, en Pologne, dans les Balkans, partout s'effondre le bloc de l'Est. L'URSS est dissoute en 1991 et en 1990, le 3 octobre précisément, est officialisée la réunification des deux Allemagnes. Alors ce terme réunification fait beaucoup débat. Certains ont parlé d'une absorption de l'Est dans l'Ouest, d'une réintégration, voire d'une annexion carrément. Car oui, on n'a pas vraiment unifié les deux Allemagnes, on a précipité l'Allemagne de l'Est dans ce qu'était l'Ouest dans les années 90. Malgré des attractivités comme la ville de Rostock, on en avait parlé sur la chaîne, une bonne industrie est-allemande, l'écart technologique et social entre les deux Allemagnes il est énorme et ça a fait que les inégalités et disparités ont prospéré après 1990, ce qui a montré les défaillances de cette unification. Et encore aujourd'hui, quand vous regardez l'état économique et social du pays, on voit qu'il y a deux vitesses. Regardez ces deux cartes du journal Le Monde qui datent de 2019. À gauche, vous avez le taux de chômage dans le pays. Plus c'est clair, plus on approche des 2% de chômage. Plus c'est faussé, plus on dépasse les 10% de la population. Et vous voyez que l'Est est bien plus foncé que l'Ouest. À droite, c'est le revenu des ménages. Plus c'est foncé, plus les revenus sont élevés. Et on voit bien que dans sa globalité, l'Ouest est bien plus foncé que l'Est. Comme ce qu'on avait vu avec l'Italie et la vidéo sur Hellas Napoli, ça montre un peu toutes les disparités qu'on retrouve dans un pays. Et ça va aussi se matérialiser dans le domaine politique, bien évidemment, et dans le domaine sportif. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la réunification, on n'a pas unifié les deux championnats ou refondé un championnat. On a incorporé le foot est-allemand à la Bundesliga. La Bundesliga actuelle, professionnelle depuis 1963, c'est le championnat de l'Allemagne de l'Ouest, parce que de 1903 à 1963, la Bundesliga n'était pas un championnat professionnel. Au lendemain de la réunification, il y avait en fait la règle des 2+6. Deux clubs est-allemands promus en Bundesliga, 6 pour la deuxième division. On n'a donc pas laissé grand-chose au foot est-allemand. Des joueurs sont donc partis très vite, des faillites de clubs est-allemands ont eu lieu. Daniel Zisch, professeur d'université en Allemagne, déclare dans SoFoot que le chancelier Kohl a même dû s'immiscer pour empêcher la fuite totale des Allemands de l'Est vers l'Ouest. Quand on regarde en 2023-2024 la carte des clubs en première division allemande, on peut clairement se dire que des stigmates existent toujours. Il y a 2 clubs sur 18 d'ex-Allemagne de l'Est en Bundesliga. Et encore, le RB Leipzig, c'est pas du tout un club considéré comme étendard de l'identité est-allemande, aux antipodes du foot populaire. C'est un club perfusé d'argent par Red Bull, détesté dans tout le pays et encore plus en Allemagne de l'Est. Demandez voir aux supporters du Dynamo Dresden qui en 2016 ont accueilli Leipzig avec une tête de taureau tranchée. Donc en Bundesliga, le seul vrai défenseur de l'identité est-allemande,
c'est l'Union Berlin. En Zweite Bundesliga, deuxième division, c'est pas beaucoup mieux. Pareil, seulement 2 équipes est-allemandes cette saison, Magdebourg et Rostock, qui se sont affrontés le week-end dernier. Le Hertha Berlin, bien évidemment, ne compte pas puisqu'il était dans Berlin-Ouest. Le Dynamo Berlin a disparu des radars, englué dans les divisions inférieures. Dresden est en D3, alors au moment où je m'enregistre, leader du championnat, mais en D3. Beaucoup de stagnation en fait pour les clubs d'ex-RDA et de la difficulté à atteindre l'élite du foot allemand. Ça a suscité beaucoup de rancœur de la part des Ossis, des supporters de clubs de l'Est, envers la fédération allemande, accusée d'avoir privilégié l'Ouest et d'avoir en quelque sorte tué le foot est-allemand. Il reste néanmoins au club de foot allemand leurs supporters, identité et passion. C'est simple, comme le chantent en parkage les ultras de Dresden, c'est Ostdeutschland dans les tribunes, c'est une ferveur de malade, probablement parmi les meilleures ambiances d'Allemagne. Magdebourg, ambiance ultra chaude, supporters présents partout, stickers dans toute l'Europe, mobilisation de folie, parkage à plus de 10 000. On peut ajouter les ultras du Rot-Weiß Erfurt en 4e division allemande, 4e division, ici en parkage à Leipzig. Les ultras du Chemnitzer FC, 3e division allemande. La puissance de la Baltic Rostock, dont on a déjà parlé là aussi sur la chaîne, une mobilisation assez dingue dans tout le pays. Comment ne pas parler des ultras de l'Union Berlin, qui sont l'étendard de l'Allemagne de l'Est en Bundesliga et d'un football populaire, même si bon, cette année c'est beaucoup plus compliqué sur le plan sportif. Et puis enfin, les ultras du Dynamo Dresden, probablement dans le top 3 des ultras allemands, des tifos incroyables, un stade assourdissant et une mobilisation incroyable. Souvenez-vous de ces mecs qui ont fait un déplacement de 550 km jusqu'à Karlsruhe, arrivant par milliers en treillis militaires pour représenter ce qu'ils appelaient l'armée du Dynamo. Bref, voilà ce qu'est l'Allemagne de l'Est en tribune. Et si les clubs et le sportif ont souffert de la réunification, les virages, fiers de leurs identités, fiers d'être Ossis, maintiennent encore un flot de passion. En guise de conclusion, on peut dire tant de choses sur cette vidéo, mais ce qu'on peut affirmer, c'est que rarement un football aura été plus influencé par le contexte historique et politique que le foot est-allemand. Aliment de propagande de la RDA, modifications structurelles engendrées à cause de l'histoire, bref, il y aura eu de grands moments dans l'histoire du foot est-allemand, d'un point de vue sportif, la C2 de Magdebourg en 1974, ou ce succès incroyable la même année contre le voisin de l'Ouest, envers qui la Stasi avait interdit toute forme de sympathie. Aujourd'hui, le foot est-allemand est majoritairement sous-représenté, que ce soit dans les premières divisions allemandes, mais aussi en sélection nationale. Si Ballack ou Kroos sont des exemples d'Allemands de l'Est ayant eu une brillante carrière en club et en sélection, l'Allemagne de l'Est reste très peu visible au sein de l'équipe nationale. 2024 se veut en tout cas être une année charnière pour le foot, mais aussi l'histoire allemande. Plus de 30 ans après la réunification, pile 70 ans après le miracle de Berne et 50 ans après le match RDA-RFA, l'Euro 2024 organisé en Allemagne avec comme ville hôte à l'Est Leipzig et Berlin doit permettre de resserrer les liens par le sport. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo que j'ai adoré faire, consacrée au foot en Allemagne de l'Est, le genre de sujet passionnant et un plaisir pour moi de parler du foot allemand et est-allemand, et ça va continuer parce que bien sûr c'est une saison d'Euro, donc on parlera davantage de l'Allemagne, de la préparation de l'Euro et puis d'autres petites choses encore. Remerciements encore une fois pour l'équipe d'Unser Fußball, je vous mettrai tous les liens en description. Merci à vous pour votre apport les amis. J'espère que ce grand récit vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à commenter, ça soutient la chaîne, c'est gratuit. Et puis si vous voulez rejoindre l'aventure, abonnez-vous là encore, ça me soutient grandement et puis vous êtes les bienvenus et ça me pousse également à continuer. Belle semaine à toutes et à tous les amis, prenez soin de vous et surtout profitez des vôtres. Ciao.